All right, ladies and gentlemen, we're looking to start our Mesdames et sessions now. messieurs, So on va grab commencer your notre coffees, session have a maintenant. seat. Donc, allez chercher votre In this room, we're going café, to have Stephen asseyez-vous. DaCosta. Dans cette salle, There's on a other Steven sessions going on in DiCosta. room 1 and Il room y a 2. d'autres And if sessions any of dans you la have salle enjoyed 1 the et fun of 2. figuring out Et is room si 2 vous then room avez 5, essayé de the savoir answer où is est yes. la salle 2 et la salle So, 5, et oui. so I know Donc, you're all working your way through that. So j'espère que vous pourrez vous y heard retrouver. the introduction of Donc, Stephen vous avez before. He's going to entendu come donc la back and do a présentation de second session. He's Steven. going to Il facilitate va it maintenant himself faire une from the other seconde side of the session world. et qui va animer We know it's lui-même quite de l'autre côté du early/late globe. On there, sait qu'il est so we très tôt, appreciate bien the tard en accommodation. Australie. Donc, on Move to your next apprécie le sessions. fait Folks who would qu'il like to stay se soit here, privé de have a seat, get sommeil. comfortable. Pour ceux qui Folks who veulent want rester to avec nous, move to room asseyez-vous, 1 and mettez-vous à 2, l'aise. please do Pour that ceux qui now. veulent aller dans les And salles with 1 et that, 2, I'll faites-le ask maintenant. Stephen to pick Et it avec up and take it ceci, away. je vais maintenant donner la parole à Steve. Thank you. Eh bien, merci. Donc, pour animer, je crois qu'il me faut du temps, poser des questions dans la boîte à chat, c'est peut-être la chose la plus facile à faire, ou alors je vais m'arrêter à certains moments pendant ma présentation pour que vous puissiez poser des questions. La dernière présentation était simple. Maintenant, on va progresser un petit peu, on va creuser un petit peu. Et je vais vous montrer des exemples plus complexes, des exemples plus complexes d'utilisation de CCAM. Donc, le chemin, j'ai eu du mal avec parce que je vais être clair, les sources ouvertes et les données ouvertes vont main dans la main. Et c'est des communautés, les gens sont ici pour participer, cherchent à collaborer et à partager des idées. Même si ça s'aligne avec les données ouvertes et les sources ouvertes. Donc, je vais continuer dans cette direction et parler un petit peu plus comment CCAN a été développé par un projet communautaire et a bénéficié d'investissements de certaines organisations qui ont vraiment retroussé leurs manches pour travailler dessus et comment ça peut resservir la communauté et où on espère diriger le projet à partir du moment et les étapes les mesures que nous prenons pour développer le projet davantage. Donc, je vais commencer la présentation et je vais essayer de ralentir un petit peu cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que c'est CCAN? Vous connaissez déjà les éléments fondamentaux parce que vous avez suivi le cours 101. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour récapituler rapidement, je n'ai pas parlé de ces trois façons qu'on peut utiliser ici, les portails de données, catalogues de données et les dépôts de données. Donc, je vais creuser un petit peu maintenant. Les portails de données, c'est la préférence du consommateur. Les gens qui adoptent CCAN pour leur organisation, ils vont profiter de sources normalisées pour partager les ressources. Et c'est par exemple pour satisfaire les contraintes de duration publique et de communication. Et donc, on veut combiner l'intégrer avec un système de contenu digestionné. Donc, vous pouvez faire des expériences dans le cas quelque chose comme Triple et la donnée des données et les garder donc séparément. Un exemple des différentes façons de faire ça, c'est CCAM qui a adopté le même type d'API que CCAM, mais c'est une gestion. Et j'aime les garder séparés dans mon esprit parce qu'ils ont différentes. Le premier user group, les catalogues, utilisateurs que les données et tertiaires utilisent des choses techniques, des intermédiaires, des gens qui prennent des données ouvertes, qui font quelque chose, qui les utilisent et peut-être les rendre plus intelligibles pour d'autres. Ça peut être donc des journalistes ou des entrepreneurs ou des gens qui s'intéressent à un sujet en particulier et qui veulent donc creuser les données qui sont derrière le sujet. Le catalogue de données, c'est donc un outil souple pour satisfaire les contraintes gouvernementales. Donc, vous pouvez voir que je suis dans la boîte chat. Donc, je vais peut-être m'arrêter.
Ça veut dire de satisfaire les contraintes gouvernementales. Ça veut dire que vous permet de codifier pour que les données gouvernementales. Donc, on a eu pas un client où, à part de la description, il y a le catalogue public, que les catalogues, donc les utilisateurs internes, les métadonnées qui est donc saisies, et ce serait saisir des choses que comment les données ont été passées en revue, quel est le cycle d'examen des données et qui est le gardien donc des données ou le groupe qui est donc le gardien de ces données. Du contexte organisationnel aussi, rien ne sera public, mais on espère que cette public sera conservé. On sait qu'un catalogue, c'est assez difficile. Donc, ça a un cycle de vie ou une durée de vie élevée. Donc, les organisations qui veulent adopter ces CAN veulent avoir un contexte et des changements. Donc, ça peut leur prendre un certain temps pour mettre à jour des processus et des approches pour gérer leurs données. Et CAN est un outil dans lequel on peut investir. Et donc, quand on travaille avec les clients, on peut dire que c'est un catalogue CAN et on a donc des horizons dans le long terme pour comprendre donc les contraintes de nos clients. Donc, on a un projet avec des cycles sur 6 mois ou 12 mois. Ensuite, on essaie de bâtir, d'y mettre des fonctions qui s'alignent avec leurs contraintes. Et aussi, ça permet aussi le catalogue d'être un centre d'économie de coûts, un centre de bénéfices aussi, où les organisations peuvent transformer et peuvent commencer à avoir le catalogue comme une façon d'être donc le moelle épinière de cette transformation numérique. Donc, ça adopte différents projets ou différents programmes dans les organisations qui peuvent. Et donc, les organisations passent de forme papier ou des services papier ou d'engagement civique, qui ensuite se modernisent et sont mis sous forme numérique. Et les catalogues deviennent une partie de ceci. Et donc, il y a nos services et nos capacités avec ceci à l'esprit. Ensuite, un dépôt de données, c'est pour les personnes et pour les personnes spécialisées dans la technologie de l'information. Ils veulent savoir les systèmes donc des dépôts sont indépendants des catalogues et ça donne cette capacité. Vous pouvez avoir des solutions multiples de dépôt avec ces CAN. Vous pouvez l'utiliser comme une interface qui a ses propres données. Et si vous avez des règlements très, très stricts, vous pouvez conserver ces contrôles, authentication et accès que vous avez déjà. C'est beaucoup plus pratique et d'autres d'authentification et de contrôle aussi, qui peut être mis en norme. C'est pas facile et c'est toujours des projets qui prennent du temps. Et une fois que vous creusez vraiment les catalogues de données projets, ces produits peuvent devenir très, très, très complexes. Essentiellement, ça peut être des situations très complexes qui, d'une façon, est intégrée avec les organisations. Donc, il y a toujours un petit peu de travail appliqué. Et aussi, vous pouvez en fait changer, et vous pouvez utiliser CK comme la boîte noire pour intégrer entre différentes solutions d'entreposage, donc des franchissements dans les organisations, ça peut être de on-prem, infrastructure, infrastructure sur un nuage, et garder donc l'environnement CK et des choses comme ça. Donc, il y a des avantages pour le client. En termes des avantages pour l'utilisateur, donc la ouverte. On a parcouru ceci dans la dernière session, mais certains disaient que moi, je les donnerai plus tard. Je ne vais pas que je vais démontrer. Ensuite, la section et les ressources, l'accès direct pour l'intégration et de données, d'autres tâches. Et que l'utilisateur
peuvent bâtir sur SECAM. Donc, encore une fois, si vous pensez de l'intermédiaire des gens qui utilisent les données et créer donc des valeurs en termes de ceci, tels que les généraux, ils peuvent retirer beaucoup d'avantages. Et en l'aspect social aussi, le partage sur SECAM, vous pouvez, une fois que vous êtes inscrit comme un utilisateur, vous pouvez utiliser certains de données ou d'organisation. Ensuite, vous aurez une page de mesure et de modifications. Le courriel, vous pouvez utiliser votre propre token et faire sur une base régulière. Donc, les gardiens des données, ce sont ceux qui publient et qui gardent des données. Ils peuvent être centralisés ou bien avoir publié. Donc, les organisations vont commencer avec un modèle centralisé et ensuite l'élargir et le distribuer à des unités d'affaires et distribuer en fait en termes d'accès automatisé. Donc, une fois que vous avez un utilisateur qui peut être utile pour une unité d'affaires, qui peut utiliser donc la pièce, le token, ensuite automatiser et entrer en utilisant donc ce token. Donc, voilà, pour vous, ça veut dire aussi qu'une organisation pour bâtir peut avoir un corps de connaissances ou de meilleures pratiques et ça peut devenir institutionnel. Donc, si vous travaillez de façon bureaucratique et que vous avez ces feuilles d'aide sur comment automatiser les données importées, ça peut être utile dans les programmes. Et aussi, avec ce modèle de distributeur, vous pouvez aussi avoir des organisations et peuvent gérer aussi la relation pour les éditeurs et pour les gardiens dans les organisations. Et avec, vous pouvez aussi utiliser des organisations hiérarchiques. Donc, vous pouvez avoir une organisation filiale et vous aurez un accès à la filiale ou ses frères et sœurs qui ont un accès partagé dans les silos. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu d'accès d'utilisateurs et c'est très, très bon pour les clients. Et ensuite, les machines luttes aussi. Donc, comme je l'ai dit, au-delà des ça peut contribuer dans tout le catalogue. Ils peuvent créer des mises à jour s'ils ont une bonne authentification, s'ils ont un token disponible. Et ceci comprend, comme je l'ai dit, ils peuvent utiliser des tabulaires pour des ressources qu'ils mettent dans le magasin des données. C'est assez intéressant. Si vous avez des applications qui vont créer des jeux de données, par exemple avec la vie sauvage et des agences qui veulent faire l'identification des espèces sur des oiseaux et les rendre accessibles au public. On peut créer ainsi donc des jeux de données chemin faisant et je crois que c'est assez super. Et on peut recevoir des contextes et des contextes syndicated qu'on appelle et qui créent des modèles, élaborer des scripts et pouvoir mettre sur pied des options de migration. Et habituellement, je fais cette présentation quelques diapositives, donc je ne veux pas perdre le momentum que j'ai pris avec la présentation. Alors l'idée ici, en partant de l'idée que c'est des données publiées pour le secteur académique, où ils sont dans un processus de créer des données, ils ont peut-être différents outils, différents prérequis
aux différentes façons de formater ou de cartographier, créer les bases de données qu'ils veulent gérer. Si on parle et on pense à SECAN comme une façon idéale pour publier des données ou un portail pour publier publier des données, c'est un bon outil. SECAN pour le gouvernement est utilisé de façon plus importante, de plus en plus par les gouvernements, mais aussi pour les entreprises avec les organisations de recherche, les secteurs ONG. C'est assez fréquent que c'est utilisé pour ces types de clients. Au niveau des capacités ou comment l'élargir, il y a le API ou ce qu'on appelle la fédération, qui est une création de réseaux de données avec des portails fédérés, qui est une façon de partager des données, des catalogues et mettre en commun des formatages et pour créer un catalogue plus large, plus complet, disons. Il y a aussi différents plugins. Il y a plusieurs types de plugins. Et il y en a sur les caractéristiques. Il y a des plugins qu'on peut aussi construire sans avoir à toucher le cœur. Il y a une architecture pour l'élargissement de la base de données sans toucher au cœur des données par des plugins d'extension. Il y a aussi l'entreposage de données qui est très utile. Il y a ce qu'on appelle le Themable, ce qui restyliser l'ensemble de l'application en fonction de thématiques. Et vous pouvez aussi reformater le parcours des utilisateurs. C'est un peu sensible. Il faut connaître un peu la structure de codification ici, de programmation, mais de façon à être sûr que vous faites les changements pour que ça corresponde à la façon comment vous voulez que ça fonctionne. Où les jeux de données ne commencent pas comme un jeu de données, mais comme un concept au départ. Il y a un modèle de recherche au départ avant qu'il arrive à la fin à un jeu de données. Alors, on peut ajuster et adapter ce processus. Les métadatas sont aussi peuvent être mises à l'échelle. Good Canadian a contribué à cela pendant des décennies au niveau des schèmes et des extensions, à créer des packages, des paquets pour développer les bons schématisations et les composantes. Et on peut ajouter de la complexité à cela et cela permet de soutenir des schèmes très complexes. Par exemple, 11.1.5 et l'intégrer à cela de façon spéciale. Les permissions ont été mises à jour récemment. Donc, le processus de permission, d'autorisation pour accéder aux ressources, la volet visualisation et avec SECAN offre un portail final pour les ressources. Comment utiliser ces intrants et comment l'appliquer à une poste de commande de l'application et de transiter de SECAN vers d'autres plateformes. L'identification des ressources avec des codifications de façon à visualiser et créer un processus de va-et-vient. Alors, c'est des différentes possibilités d'intégration avec le SECAN et passer le transitage, le transit des données. Et tout cela est possible. Donc, avec cette nouvelle nouvelle configuration au niveau de la gestion des données, on a créé une interface Internet intuitive
parce qu'on soit facile à comprendre dès qu'on l'ouvre et on veut l'utiliser. Et on a développé évidemment une stratégie à cet effet. Et ce qu'on appelle la création des versions qui est pensée pour penser et s'adapter aux choses qui doivent se transformer avec le temps. Alors voilà, c'était ma présentation. Je suis ouvert à toutes vos questions. Je vais vérifier si il y a des questions dans la boîte de clavardage. Je ne vois rien à ce moment-ci. Je crois que qu'il est possible aussi pour vous de poser des questions verbalement, alors pour ceux qui veulent intervenir au niveau virtuel. Donc, approfondissons ce point ici. Certains des thèmes au niveau du climat et de la durabilité. Il y a un portail sur le climat. Il y a le portail géosciences. Il y a aussi le portail environnemental et le portail régional qui, avec les peuples des Premières Nations, je crois qu'il y a environ 21 nations ici inscrites. Donc, si on va voir chacun des portails, ce qui est assez différent avec la démonstration que j'ai faite au début de la journée en plénière. Alors, si on regarde, il y a plusieurs points communs au niveau des différents portails SECAN qu'on commence à voir émerger dans chacun des portails de SECAN à gauche, alors au niveau des différents champs où chacune des facettes sont exposées ou identifiées par rapport au niveau des métadonnées ou selon les types de packages de données ou de projets. Alors, il est ici possible de créer une schématisation et on peut faire beaucoup de design en fonction des besoins des utilisateurs. On travaille beaucoup sur la schématisation, l'arborescence. Alors, au niveau des moteurs de recherche, on peut prioriser les champs de métadonnées qui peut avoir une instance plus importante ou moins importante selon la recherche et prioriser donc les aspects recherchés. Et c'est vraiment adapté où vous pouvez bâtir une extension et assurer un intrant en fonction des clics que les gens font et on fait une recherche et sur la base d'un résultat. Et si les gens, en général, les utilisateurs choisissent le troisième résultat, éventuellement, il y a une priorisation qui s'effectue. C'est assez intéressant à ce niveau. Les données qui viennent à partir de ce portail de données sur le climat, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est, en essence, si je vais à la page d'information sur le portail, c'est pour vraiment soutenir différents utilisateurs du monde universitaire, des gestionnaires de risques sur les enjeux climatiques. Donc, c'est un modèle sur le climat avec des projections avec le futur, l'avenir. Et ces projections simulent les instrumentations scientifiques en matière de mesures de certains événements climatiques dans différentes localités, endroits. On utilise donc les données historiques. Il y a un processus de collecte de ces données au niveau des températures, les pressions barométriques et projeter dans le futur ces différents modèles climatiques et comment les choses pourraient se transformer dans l'avenir. Alors, voilà, c'est comme un seul jeu de données qui sont insérées dans l'ensemble du catalogue. Alors, si on regarde les températures de la superficie de la planète, si on regarde dans ce cas-ci, il faut se connecter pour avoir accès aux ressources.
Alors, pour réussir à cheminer dans les données, dans les jeux de données, il y a un chemin à suivre où on peut spécifier des points sur la carte. On peut utiliser un fichier d'une forme pour cibler une zone territoriale où je peux aussi cliquer sur une région déjà prédéterminée qui sont déjà ciblées dans le catalogue. Et ensuite, je crois, alors si on regarde la côte centrale, et ensuite, je peux télécharger les jeux de données qui viennent de... donc, c'est une caractéristique assez intéressante. C'est le type de projet qui sont vraiment alimentés par l'usager, qui comprennent bien les données et qui peuvent vraiment savoir comment bien l'utiliser et s'assurer comment ça fonctionne. Mais vraiment, le jalonnage et tout cela, vraiment sur la base de l'utilisation. Donc, c'est vraiment une plateforme durable dans le temps. Et si on va à la deuxième, c'est le portail Géosciences du gouvernement de Queensland. C'est pas vraiment en rapport avec la durabilité du climat, mais c'est en rapport avec, mais c'est une reconnaissance que les industries sont partie prenante du défi à relever. Par exemple, en termes miniers, l'impact des mines de charbon sur l'environnement et durant la période de la COVID, durant la pandémie, ce projet s'est accéléré à cause de l'exploration du territoire de Queensland. Il y avait des gens qui arrivaient sur les sites et qui faisaient des travaux de terrain, des études scientifiques. Et c'est partie prenante de l'histoire de ce type d'activité. Et toutes les données étaient accessibles de toute façon. Donc, lorsqu'on était impliqué dans un projet, cette information était disséminée de façon publique. Et tout cela a été accéléré dans le contexte de COVID parce que c'était la seule façon par laquelle les gens pouvaient faire des explorations à distance sans aller sur le terrain. Donc, c'est un bon exemple ici d'un jeu de données assez complexe qui est connecté. Tout cela est connecté par le numéro ici, le EPM 16198. Je l'écris ici dans le moteur de recherche. Et par exemple, si je le passe à la catégorie du numéro de permis, alors EPM 16198, je clique recherche. Et donc, tous les artefacts associés à cela sont rendus disponibles. Il y a donc une genre de conservation du contenu, une approche de conservation du contenu et l'approche assez unique, c'est comme une façon d'aller magasiner les données et je n'ai rien téléchargé, mais je peux adapter dans mon petit bourse d'achat chacune et ensuite éventuellement télécharger tous les jeux de données que j'ai sélectionnés durant les séances de navigation ici. Ils sont gardés en mémoire et c'est une caractéristique intéressante ici de ce type de portail. Et c'est un autre exemple où le public lui-même c'est vraiment destiné pour un certain type d'utilisateur et l'expérience de l'usager a été conçue pour répondre aux besoins de ce type d'usager. Alors, si vous avez des questions par rapport à ces différents types de portails. Est-ce que ces types sont mutuellement exclusifs? Nous avons par exemple des rapports
des jeux de données, des collections. Vous pouvez vraiment le concevoir comme cela, en faire ainsi le design en fonction des types et on peut cliquer et transiter dans. Mais évidemment, il y a certains jeux de données qui ont différents types de métadonnées. Donc, vous pouvez ainsi l'insérer dans un type de catalogue avec un titre et avec une description de base. Et pour un jeu spécial de données, pour l'associer à un type de métadonnées qui vous donnera un certain type de rapport et qui, ou peut-être que vous pouvez exclure certains aspects dans ça, un genre de schématisation, d'arborescence que vous composez. Et ça peut ainsi s'adapter au type d'organisation. Est-ce que ce sont des plugins disponibles ou ils sont développés par les différentes organisations? Donc, toutes les plugins que vous voyez à cause de la licence de GPL, de SECAN, si vous ne pouvez pas trouver la code source, vous pourrez interpeller une organisation déterminée pour obtenir certains types de plugins. Évidemment, il y a une sensibilité au niveau des programmes, des logiciels et des plugins. Il y a des extensions qui sont liées aux métadonnées. Est-ce qu'on peut oui, effectivement, on peut les télécharger. Parfois, il y a des exportations par PDF possibles, mais ça correspond vraiment aux besoins du client. Donc, on bâtit toujours ces portails en fonction des attentes des derniers usagers. Il y a aussi des packages d'extensions. Vous pouvez, par exemple, avoir des métadonnées qui soient téléchargeables, mais au niveau des ressources, il faut s'assurer qu'on puisse, par exemple, être capable de trouver le dictionnaire de données, les ressources et tout ce qui est mis dans un seul paquet comme un artefact. Et pour revenir sur la disponibilité des plugins, oui, en principe, il devrait tout être disponible. Tout n'est pas nécessairement avec des données sources qui reflètent comment ça a été soutenu, par exemple, au niveau des ombrages de données sur une organisation et toutes les extensions que nous soutenons, on peut les avoir là. Nous avons plusieurs personnes consacrées à maintenir cela pour les clients. D'autres organisations ont des pratiques similaires. Mais en essence, il y a aussi tous les flots de données au niveau qui peut être évidemment en fonction du type d'extension et des besoins. Donc, par exemple, si vous trouvez quelque chose, par exemple, qui vous paraît particulièrement intéressant et que vous le mettez dans votre panier d'achat, vous pouvez éventuellement rejoindre le client et le fournisseur et de façon typique, et ils vous répondront. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose que naturellement on télécharge sur les portails. C'est des choses pour lesquelles on ne reçoit pas tant de demandes, mais c'est possible de faire un suivi auprès de fournisseurs et du client. Donc, au niveau du portail SEED, pour ce portail, et comme plusieurs autres portails, nous avons évidemment un moteur de recherche et à ce simple niveau de l'arborescence, déjà en tapant le mot-clé, on peut identifier des champs au niveau de l'eau, par exemple. On voit ici déjà une priorisation, les catégories. Et à part de cela, vous avez aussi la recherche avancée
avec différents menus déroulants, avec des mots, des mots-clés qui incluent ou exclure les mots-clés. Et pour les recherches avancées, évidemment, c'est pour des usagers qui savent vraiment ce qu'ils recherchent. Alors, c'est un outil assez utile pour les personnes qui ont vraiment une très bonne idée, une idée claire de ce qu'ils recherchent. Et il peut faire, par exemple, du copier-coller dans le moteur de recherche et ainsi de suite. Un autre bon exemple, donc l'étiquetage géographique, il y a des rapports ici, il y a une certaine quantité de vieux contenus qu'on peut appeler comme ça, entre guillemets, avec des jeux plus anciens de données. Si on cherche, par exemple, une région plus ciblée, plus petite, par exemple, dans la région de Wales. Alors, on voit ici la récolte ici qui renvoie à d'autres portails de données. Si on va à la troisième page de résultats, par exemple, une étude d'impact environnemental d'une carrière de sable. Et ce n'est pas nécessairement un registre géospatial comme tel, mais c'est partie prenante d'une méthode interne pour ce type de ressources qui contient de l'information géographique, qui peut se refléter dans ce titre, qui ont rapport avec la région de Caïma ou avec la vallée. Il peut y avoir des étiquettes géospatiales ici. Et un autre élément pertinent ici dans ce type de catalogue et dans le département, dans ce cas-ci, ils vont analyser la qualité des données sur la base des mesures gouvernementales pour créer des jeux de données qui seront récoltés, qui viennent de leurs propres données privées ou de données obtenues de façon publique, disponibles au public. Et cela permet d'utiliser le catalogue d'une façon vraiment différente en mettant sur pied différents types de processus de façon à pouvoir l'adapter dans ce lien avec le catalogue interne. Et on peut utiliser un système de drapeau rouge, drapeau vert et ainsi disséminer ou discerner plutôt l'information accessible au public. Et il y a aussi le hub scientifique pour les citoyens de CID. On a évidemment ici qu'est-ce qu'on appelle la science citoyenne qui est bâtie avec des volontaires, des bénévoles qui alimentent, classifient différentes informations qu'ils pourraient faire comme bénévoles et collecter. Mais c'est aussi intéressant pour les parties prenantes comme les gouvernements pour s'assurer qu'ils encouragent et soutiennent les bonnes pratiques en matière de collecte des données qui seront utiles. Et dans ce page, tous les projets ne sont pas complets ici, mais dans ce portail particulier, il n'y a pas toujours des données associées à certains projets qui sont encore en cours de construction. Si on fait ici une recherche, par exemple, par rapport à une surveillance des rivières, si on va à celui-ci comme un exemple, c'est ici un site en cascade qui est lié avec les communautés. Les gens peuvent se porter bénévoles pour surveiller ou reconnaître de l'information sur les espèces, les animaux, le type de thème qui serait intéressé à assumer comme pour apporter à cette perspective scientifique sur la base de données communautaires et ainsi un partage des connaissances. On peut aussi avoir le bouton de se joindre à un projet
projet. On peut aussi contacter un organisateur communautaire, mais il y a aussi une coordination par rapport à des données qui sont collectées par ce processus, par ce biais, et se convergent dans des catalogues dont les spécifications de certaines données peuvent être étiquetées de façon à s'inclure dans un type de catalogue et ainsi que se joindre à différents types de données. Donc, et le catalogue des données est une bonne façon pour Cost cutting or seen as a kind of a backbone of an organization. pour être une échine pour une organisation en termes de coûts pour par exemple, mener un projet ou faire émerger un projet, comment intégrer cela dans des projets à faible coût. Je regarde le temps. Je crois qu'on termine aujourd'hui la séance à écart. Par exemple, dernier portail, que ce qu'on appelle un hub de données du Pacifique. Voilà, maintenant 3 ans et demi qui est mis sur place. On l'a bâti à partir de zéro et la réussite de ce projet en lien avec la communauté SPC de Pacifique, une communauté qui voulait connecter avec différentes activités. Ils sont fondés, financés par plusieurs organisations et gouvernements, par exemple, Commerce international et d'autres pays du Pacifique, la Nouvelle-Zélande et les îles de la région pour encourager différents programmes à être mis de l'avant. Par exemple, ça peut toucher des enjeux liés à la pêche ou développement économique en général. Il y a aussi une catégorie par rapport au changement climatique. On regarde donc les jeux de données et voilà aussi un autre qui est en cascade, en vague, à partir de d'autres expériences de navigation sur Internet. Donc, si on regarde les îles Salomon, qui est un jeu de données géospatial, alors il est possible de faire une prévisualisation. OK, voici un aperçu standard, mais aussi spécifique ici. Et ceci, c'est en utilisant une bande qui a été utilisée, qui a été mise au point par une organisation australienne Data 60. C'est bien parce que ça utilisait une image en 3 dimensions et pour parler de beaucoup de capacités dont vous pouvez chercher des données dans le catalogue. Et en même temps, vous pouvez faire des choses comme copier et couler. Donc, vous pouvez avoir vos propres points au-dessus des cartes, mais c'est un ensemble de données qui était fait au-dessus des 3D. Et cette VRGS, c'est ce que Data 61 utilise pour bâtir les capacités aussi que vous pouvez voir et que vous pouvez imaginer si vous avez des élévations et des projections pour les environnements globaux et vous pouvez utiliser des projets, vous pouvez planifier des permis et superposer à peu près les élévations des immeubles pour voir ce qui se passe. Et au-delà de ceci, il y a d'autres travaux que ça s'est fait aussi pour modéliser des choses telles que les flux de trafic. Si vous avez fermé un carrefour, comment est-ce que ça change le trafic? Donc, cette capacité, c'est l'un des domaines. Vous avez un aide solide pour les catalogues et c'est ce qu'on va voir davantage à l'avenir. Je parlais de ça aussi et ce qui se passe en Australie. Donc, c'est très bien. Et une autre intégration qui veut tout noter, c'est du développement durable. Donc, ceci, ça aussi, en utilisant une visualisation en 3 dimensions, vous pouvez voir des données, mais c'était bâti pour donner un mécanisme de navigation, l'indicateur et les progrès pour les différentes informations.
Donc, wow, en termes des indicateurs ensemble et comment ça va entre les pays. Et je crois que c'est tout. Et j'encourage les gens à aller les voir parce que c'est vraiment cool. Je veux couvrir ces sujets. Il me reste encore quelques minutes et je ne peux pas m'arrêter parce que c'est des cas pratiques. Tout ce que je peux faire après, c'est pour Georges. Vous avez des questions? Posez-les. Très bien, il n'y en a pas. En termes des données souveraines des autochtones, certaines choses que j'ai une certaine visibilité. En Australie, nous avons des peuples autochtones et des Premières Nations aussi. Et en Australie, il y a aussi un réseau de données autochtones qui a été établi à partir de 2018. On en est toujours dans les premières étapes de développement, de ce que je crois savoir. Et aussi dans le Pacifique 2019, on a eu une réunion inaugurale pour commencer à parler de ce sujet. Mon opinion, c'est qu'il y a beaucoup d'impulsions dans ces domaines, en particulier sur les principes de CARE, mais il y a aussi quand on utilise les principes. Les principes ont besoin des applications et ce qui est vraiment important de ces données, vous avez besoin d'une collaboration collaborative comme vous avez besoin de ceci et vous avez une bonne communauté si vous travaillez avec un second de trap, c'est avec les étiquettes, les extensions, c'est quelque chose qui peut se produire pour CCAM. Dans un avenir proche, je dirais qu'il n'y a rien qui retient CCAM d'être plus sain, qui est plus. C'est simplement une question de temps et un réseau qui est fait, le Cameron, qui est un projet canadien, a été conçu en donné. Pour l'instant, ce que je dois comprendre, c'est que on a un d'information, données et le traitement des données va faire appel à des nations, au des populations autochtones aussi. Donc, dans la collection de données, dans cette collaboration, ça viendra, la responsabilité partagée, dès que ça arrive et c'est identifié. Donc, je crois que ça fait partie du travail pour ce projet, mais c'est en termes de données environnementales, c'est un autre catalogue de données dont la vérification vaut le coup. Ça a beaucoup de volume de données des projets et les publications en termes de type. Vous pouvez exporter les métadonnées dans différents sujets. Il y a beaucoup d'informations qui ont été recueillies dans tout ceci. C'est pour aider les references usable et ça peut être les métadonnées avec les ressources qui existent déjà. Je crois qu'il y a aussi un logiciel qui identifie et les références dans ceci aussi. Donc, vous pouvez travailler avec ces données et les migrations, je crois que c'est très, très cool. Et ça devient un très bon exemple pour d'autres qui veulent faire le même genre de travail. Mon opinion sur Open Data, comme vous l'appelez, je vais vous faire un catalogue qui s'est bâti à la contrainte de l'organisation. Et donc, si vous êtes avec un catalogue territorial qui est géré comme un service des finances,
les communications, bien même dans les transports. Le catalogue sera conservé par cette organisation qui aura la méthode de coopérer avec d'autres entités. Donc, c'est le type de projets qui sont le fruit de la collaboration entre de multiples organisations avec de multiples données qui ont été traînées au fil des ans. C'est un catalogue. Ils sont vraiment très, très bons. Que tout le concept va être comme un catalogue fédéral qui représente donc le travail de beaucoup d'organisations différentes, d'endroits, ces organisations travaillent pour le représenter ici. Je crois que c'est une bonne façon de bâtir beaucoup des portages provinciaux au monde d'autres. Et on s'est dit, voilà, les données qu'on peut sortir. Mais ces catalogues sont faits de la base vers le haut. Et donc, les organisations et les raisons pour lesquelles ils existent, les raisons pour lesquelles ils s'engagent avec les autres dans la communauté, le travail qu'ils font, ça, le projet, ça crée de la valeur, le travail. D'après moi, est fantastique. Donc, y a-t-il des questions? En termes de ce qu'on va faire, c'est vrai, ce que j'avais parcouru. Donc, je suis très heureux maintenant de sauter beaucoup des transparents qui restent parce que je veux laisser du temps pour les questions. Donc, Drupal, c'est une expérience, la gestion, par exemple, CCAM, c'est la gestion des données. Mais comme si vous voulez avoir un système de gestion pour les membres, par exemple, comme les projets des Citizens, il y a beaucoup de capacités qu'aura CCAM qui vous aidera. Si vous voulez, c'est un projet de communication et CCAM, ce n'est pas la fonction fondamentale de CCAM. Donc, l'opinion, c'est que si vous commencez à avoir ces fractions entre les contraintes et l'approche, et ça peut compromettre dans un domaine ou un autre, vous allez commencer à travailler ça, vous allez compromettre les capacités de communication avec vos parties prenantes parce que vous n'avez pas le meilleur travail. Ou vice-versa, si vous baptisez une gestion des données, vous allez compromettre vos données et l'expérience parce que Drupal n'est pas fait pour faire ceci. Donc, on tente à séparer ceci comme s'il y avait, par exemple, une communauté, une plateforme collaborative, on chercherait un logiciel wiki qui s'intégrait avec une plateforme où c'était besoin. Donc oui, c'est tendance pour les agences numériques et pendant tout ce temps, on a encore des projets qui n'ont rien à faire avec les données. Mais donc là, cette compétence principale qui est notée, parce qu'il y a une différence entre les catalogues de données et les sites web essentiellement. Donc oui, on fait l'intégration esthétique et c'est une bonne intégration de capacité. On peut utiliser Triple pour utiliser donc les utilisateurs et authentiquer Triple si vous voulez. Ensuite, on peut utiliser pour CCAM et cette intégration est assez facile aussi. Donc, y a-t-il d'autres questions? Très bien. Eh bien, je vais rapidement voir si je peux, s'il me reste encore 5 minutes. Donc, quelles sont les opportunités commerciales? Ça a été développé. Donc, je vais parler de mon point de vue. Donc, voici les états à CCAM. Voici les occasions commerciales en ce qui concerne pourquoi vous avez accès aux données. Si je pensais cette année dans différents secteurs qui travaillent avec les données, il va y avoir des secteurs qui sont spécifiques, données, des composantes qui sont dans WCK. Et en termes de la façon dont les publications fonctionnent, il y a beaucoup de consulting autour de la gouvernance et les flux de travail. Et donc, les changements, parfois les organisations ont besoin d'outils et parfois les outils ont besoin d'organisation.
pour travailler d'une façon ou d'une autre. Donc, parfois, mettre en œuvre une utilisation, il faut faire une utilisation de changement, les consulting, aider les consultations qui sont pratiques, faire les meilleures utilisations de ces outils. Donc, il y a des occasions ici. C'est mon opinion de dire où, en termes de ressources, encore une fois, il y a des parts d'intégration sur la visualisation et capacité de CCAM et c'était la capacité de CCAM, des analytiques, les vues. Ce sont tous des domaines où vous pouvez ajouter de la valeur à une plateforme. Donc, ensuite, l'emmagasinement des données, encore une fois, c'est le consulting sur l'interopérabilité, les méthodes de données elles-mêmes, c'est les services et les ressources dans le type de données. Et aussi, l'intégration des systèmes sur la façon dont le catalogue peut être traversé. Et ensuite, le conceptuel, c'est l'architecte pour le portail de données. Donc, vous avez les ordinateurs, les réseaux, les composantes de base. Nous avons le catalogue CIK qui est interne vers le GSL pour les besoins. Il y a la gestion des données, c'est que manuel ingest. Il y a notre finance, par exemple. Donc, il y a beaucoup de UI, de communication, de marketing, de services. Il y a aussi AI et aussi data enrichment, les pipelines un plugin. Il travaille pour la gestion des données. Il y a IAC et TTL, capacité que vous pouvez ajouter dans l'automatisation. Si vous cherchez des outils comme Snowflake, on parle de la transformation des données à l'ordinateur pour la transformation. Et ensuite, des données pour les données qui sont passées de point A au point B. Et évidemment, il y a des services d'accueil de host, d'autres. Donc, je crois que les données, c'est comme, vous pouvez penser qu'il y a beaucoup d'occasions économiques, et certainement, il y en a. Mais ma vue, c'est que où l'État peut être mais si vous êtes plus ouvert sur le partage des données, et des organisations en particulier dans le gouvernement, les citoyens, le jeu change complètement. Donc, vous pouvez dire que c'est pour savoir quelles sont les opportunités économiques de bâtir une entreprise au-dessus de ceci, parce que tout ce que vous faites qui repose sur les données, c'est le territoire qui est là. Mais quand vous ajoutez de la valeur, évidemment, vous pouvez développer des choses, vous pouvez développer des valeurs autour de ceci. Donc, ça a été ma logique commerciale dans laquelle je me porte sur les valeurs fondamentales de la plateforme CCAN. Et je pensais que simplement parce que on a 500 exemplaires catalogue, donc bâtir des capacités sur les catalogues et penser sur les catalogues en tant que marché, c'est une niche, mais je crois que c'est remarquable et ça grandit. Donc, des occasions. Donc, maintenant, c'est le temps que je vais parcourir, mais je suis maintenant plus heureux de faire ça un autre jour. On fait des webinaires, donc pour la recherche sur les parties prenantes, vous êtes bienvenus pour y participer. Donc, on est avec vous. On travaille sur les stratégies pour l'avenir de CCAN à l'avenir. Et c'est ce sur quoi portent les acétates suivants. Je crois que j'en ai fini. Merci, Stephen. Encore une fois, vous nous rejoignez pour la seconde session de l'autre côté du globe. Donc, beaucoup d'informations sur CCAN et comment ça sert les organisations. Donc, merci beaucoup pour votre participation.